Alors, nous commençons aujourd'hui un nouveau chapitre en histoire, Renaissance, humanisme et réforme religieuse. Alors, c'est un temps de mutation intellectuelle profonde en Europe, durant lequel les humanistes développent une nouvelle vision de l'homme et du monde, qui prend justement appui sur les savoirs et les œuvres antiques qui sont à ce moment-là redécouvertes et réappropriées par notamment les artistes, mais aussi les intellectuels. Pour les humanistes, l'homme est doué de raison. Ça veut dire qu'il peut réfléchir par lui-même, se perfectionner par l'éducation. Tout ne vient pas de Dieu, tout n'est pas lié à la volonté unique de Dieu, comme on le pensait majoritairement au Moyen Âge. Donc c'est pour ça que les humanistes souhaitent rompre avec le Moyen Âge et certains en viennent à me remettre en question la vision traditionnelle de l'Église, ce qui va poser un certain nombre de problèmes. Voire même les pratiques religieuses, comme on le verra pour les réformes. Nous montrons donc dans ce chapitre en quoi la Renaissance est une période de rupture intellectuelle, culturelle et religieuse, et donc inaugure l'époque dite moderne. Nous allons d'abord nous intéresser donc aux idées humanistes et à leur diffusion en Europe. Donc comme vous pouvez le voir dans votre manuel, page 118-119, la diffusion est sous forme souvent de correspondance et de diffusion des livres, puisque cela correspond aussi à l'invention de l'imprimerie, dont on avait déjà parlé en cours, et aux échanges épistolaires, notamment entre les intellectuels qui travaillent dans les universités ou les religieux, à l'exemple d'Erasme, par exemple. Alors, les idées humanistes et leur diffusion en Europe. Donc, comment les idées humanistes traduisent-elles une vision renouvelée de l'homme? Donc, comme je l'ai dit en introduction, les humanistes croient en la capacité créatrice de l'homme et à sa faculté de se perfectionner par le savoir. Ils ne remettent pas en question la croyance de Dieu, mais ne considèrent pas non plus que c'est la seule volonté divine qui est agissante. Donc, en fait, l'homme peut agir dans le monde. Dieu n'est pas remis en question, son existence n'est pas remise en question du tout à cette époque. Mais l'homme, par contre, peut se perfectionner et se cultiver aussi. Donc c'est pour ça qu'il est important pour eux de mener des recherches sur le monde, sur l'homme aussi, d'œuvrer pour l'éducation et de diffuser leurs idées. Et ces idées-là vont être principalement diffusées grâce justement à l'imprimerie. Alors c'est l'objet du grand A et pour cela il faut regarder le dossier page 128-129 mais aussi la carte 1 page 118. Alors, l'imprimerie, la date que l'on retient, en général pour son invention, c'est 1450-53 et le nom connu, c'est, Gutenberg, qui a inventé les caractères en plomb qui permettent de composer des mots dans un cadre. Ils sont ensuite ancrés à l'aide d'un tampon et imprimés sur une feuille de papier que l'on fait sécher comme on voit sur sur ce document, le document numéro 1 qui retrace en fait les différentes étapes d'une impression de document. Alors maintenant le travail qu'il fallait faire sur cette sous-partie, c'est donc de lire et d'observer les documents et d'écrire un paragraphe qui montre comment la diffusion de l'imprimerie a contribué à la diffusion des idées humanistes. Alors, la carte, d'abord, la carte numéro 1, nous montre tout d'abord comment les imprimeries ont essaimé dans les villes européennes à partir des années 1480. Autour de Mayence, donc il faut regarder sur la carte où se situe Mayence. Donc c'est au centre, un tout petit peu au sud de Heidelberg. Donc c'est le lieu de l'invention de l'imprimerie avec Heidelberg, donc Nuremberg, Strasbourg, Cologne, et puis ensuite bien au-delà à Paris, à Venise. C'est dans cette cité italienne d'ailleurs que s'établit l'imprimeur Aldemanucci en 1490 qui joue un rôle majeur dans la diffusion des idées et des livres, puisqu'il perfectionne les techniques en inventant les livres de petits formats plus pratiques à transporter et à utiliser. Donc ça c'est ce qu'on voit dans la petite biographie en haut à droite. Les livres imprimés sont en effet l'un des principaux vecteurs de la diffusion des idées humanistes qui circulent dans les grandes universités, à côté desquelles les imprimeries s'installent d'ailleurs le plus souvent. Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans le document 1, la proximité des universités et des imprimeries.
Comme Aldemanucci, les grands imprimeurs travaillent en collaboration avec les savants et les érudits qui les entourent, et cette proximité crée des foyers de l'humanisme à travers toute l'Europe. La quantité de livres publiés, donc entre 15 à 150 millions d'exemplaires entre 1450 et 1600, comme nous le montre le document 2, donc le petit tableau, montre l'importance et le succès de cette invention. Et enfin, comme l'indique Erasme dans l'une de ses lettres à Aldemanucci en 1507, les ateliers impriment autant des ouvrages de médecine que de la littérature grecque et latine, ainsi que des ouvrages philosophiques antiques de Platon et des tragédies traduites par moi avec grande audace. Donc tout ça entre guillemets, puisque ce sont des citations. On voit bien ici l'importance accordée donc aux textes de l'Antiquité et le nouveau rapport à ces textes. Ça, c'est dans le document 3. Alors, justement, qui est Erasme? C'est l'objet du grand B. Donc cet homme que l'on surnomme le prince des humanistes, pardon. Et ici, donc, il s'agit d'aller voir le dossier, page 126-127, et de poser la question, de répondre aux questions, pourquoi Erasme est-il une figure emblématique de l'humanisme et de la Renaissance? Alors, sur les questions, je vais simplement répondre aux questions rapidement et puis ensuite vous regarderez pour faire vous-même l'itinéraire 2. Alors, que reproche Erasme à la période médiévale? Il s'agit de décrire la méthode qu'il utilise pour travailler sur le texte de Saint Jérôme. Donc ça, c'est le document 2, le texte qui se trouve au milieu sur le diapo. Donc Erasme reproche à ceux qu'il qualifie de barbares de l'époque médiévale d'avoir abandonné l'étude et la connaissance des langues et cultures antiques. Pour travailler sur le texte de Saint Jérôme, il en reprend toutes les copies, il les compare, il les corrige, et on voit ici comment les humanistes élaborent un nouveau rapport au texte de la tradition. Bon, on note aussi que toutefois, même erronées, des copies sont quand même disponibles, ce qui montre que la culture antique a été quand même transmise. Et puis, en plus, Erasme se fait aider par une famille d'érudits, ce qui prouve aussi que la connaissance des langues anciennes n'a pas été totalement perdue. La vision qu'ont les humanistes du Moyen-Âge est très sombre et en fait, on doit la nuancer parce que si on les prend au premier degré, les humanistes vont dire qu'au Moyen-Âge, c'est une période très sombre, très barbare, il ne s'est rien passé, etc. Mais quand même, il y a une forme de transmission qu'on voit à travers ces textes. Alors, question 2, quelle est sa conception de l'éducation? Pourquoi est-ce une conception humaniste? Alors, pour Erasme, ça c'est dans le document 3, il me semble, c'est celui-là, il est nécessaire d'apporter une éducation aux enfants, mais aussi de faire en sorte que celle-ci soit adaptée et leur communique un goût de l'apprentissage. Ça correspond bien aux idées humanistes, puisque l'homme peut se perfectionner par le savoir. Dans l'éducation, la même importance est accordée au bien-être des enfants et à la volonté de leur transmettre le savoir. On comprend ici la vision renouvelée de l'homme qu'ont les humanistes et qui se traduit aussi dans ces lettres. Ensuite, question 3, document 4. Comment Dürer, qui est un grand graveur de la Renaissance, cherche-t-il à faire le portrait d'un grand humaniste? Alors, une des caractéristiques de la Renaissance, c'est que les contemporains sont conscients de vivre et de participer à un moment de rupture de l'histoire. Dürer est un grand artiste de la Renaissance et il montre en fait à travers cette gravure toutes les caractéristiques d'un grand humaniste. Il est entouré de livres, il est en train d'écrire lui-même, il est tout entier à sa tâche. Et l'inscription aussi renvoie aux écrits et soulignant la grande importance qui est accordée. Enfin, question 4. De quelle manière Erasme participe-t-il à la diffusion des idées et des savoirs humanistes? Alors, comment il fait pour diffuser ses idées? D'abord par ses écrits, qui sont de différentes natures. Il transcrit, il traduit des textes antiques. Il produit lui-même, il écrit des ouvrages de réflexion. Il écrit des lettres aussi adressées à d'autres savants et humanistes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ça passe aussi beaucoup par l'épistolaire, la diffusion de la Renaissance, de l'humanisme, de ces idées-là. Il voyage aussi, comme le montre le document 1, à travers toute l'Europe pour rencontrer et fréquenter les cercles humanistes de ce qu'on appellera plus tard la fameuse République des lettres. Alors pour savoir un peu plus ce qu'est la République des lettres, je vous renvoie à la leçon du paragraphe 1, page 121, qui permet de faire un petit peu plus le point sur cette question. Et donc cette vision renouvelée de l'homme se traduit aussi à travers les arts, pas seulement à travers les écrits, c'est ce qu'on verra dans le grand 2.